Bonsoir à vous, j'espère que la matinée et la première partie de la Xebicon se sont bien passées pour vous. Pour ce slot, je vais vous parler de projets qui embarquent des notions de machine learning. Alors je ne vais pas vous parler de super algo ou bien de framework en particulier pour cet après-midi. Je vais plutôt vous parler d'organisation. On va prendre un sujet un peu réflexion. Je vais vous parler de mise en place de ces projets et de leur cycle de vie. Des petits challenges qu'on va rencontrer et qui les dissocient finalement de projets un peu logiciels classiques. Je m'appelle Loïc, je suis data engineer à Xebia. Et pour vous parler de tout ça, je vais prendre un contexte particulier. On va prendre le contexte un peu big data, le contexte data lake. Et pour que ce soit un peu moins abstrait, on peut penser à un exemple de projet sur lesquels il m'est arrivé d'intervenir, où je bossais avec finalement des teams data science, qui avec des technos plutôt sympas, du Scala, du Spark, allaient travailler sur des projets dont le but était de deviner le chiffre d'affaires, par exemple, des équipements de leurs clients. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'une borne de prise de Paris. Il nous est arrivé de travailler avec le PMU et déterminer finalement des métriques comme celle-ci avec ces technologies, finalement c'est quelque chose d'assez récent. On le fait, mais c'est assez innovant. Et il y a des contraintes particulières du coup qui s'appliquent. La première, je suis sûr que vous l'avez peut-être en tête, il s'agit de travailler au plus tôt avec des données de production. Tout simplement parce que les algos d'intelligence artificielle qu'on va utiliser n'ont pas de sens si on ne se base pas sur les données de la vie réelle. Donc déjà, au plus tôt, on sera sur des données de production, ce qui est un peu particulier dans le cadre des projets. La seconde problématique, ça va être de s'intégrer au plus tôt, finalement, dans les standards de livraison des boîtes, des entreprises avec lesquelles on travaille. Pour tout simplement pas finir comme des projets lab, des projets sur un coin de table. Du coup, de mon point de vue, en tant que développeur, lorsque je vais travailler sur ces sur ces projets, je vais travailler avec des pratiques très classiques. Je vais avoir du code qui est versionné, des builds qui sont générés automatiquement après le passage de test, et des archives qui reposent dans des repositories, prêts à être mis en place. Un seul point spécifique peut-être en développement qui nous est un petit peu plus, avec lequel on est un peu moins familier, c'est une phase d'analyse amont, une exploration statistique qui souvent est gérée par les équipes data science, qui leur sert à dégager des insights qui sont industrialisés dans les projets. À ce niveau-là, on commence à avoir une belle pipeline finalement, un bel enchaînement. Et à la fin, j'ai ce projet, j'ai ce livrable, c'est un egg, un jar, en fonction des technos que j'utilise. J'ai un projet packagé que je peux utiliser. Qu'est-ce qui se passerait finalement dans l'idée classique d'un logiciel? C'est que ça y est, on est parti, ça part, on livre quelque part, on réalise des tests d'acceptance, des tests fonctionnels, tests de charge, on valide le tout et on déploie en production. Ici, ce qu'il faut rappeler quand on n'est pas baigné dans ce contexte-là, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que la première exécution de notre projet consiste en une phase d'entraînement pour construire ce qu'on va appeler un modèle. Ce modèle, c'est quelque chose de très simple. On peut le voir comme la fonction qui va nous permettre de passer, par exemple, des paramètres de mon équipement au chiffre d'affaires que j'essaie de déterminer. Et ce modèle, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui se réalise très bien. On peut le voir comme une suite de coefficients pour un modèle linéaire, un ensemble de règles dans le cadre d'un algo ensembliste, mais c'est quelque chose qui m'est indispensable, puisqu'après il sera rechargé dans le cadre d'une deuxième phase, une phase d'inférence, où il sera chargé par un projet, un autre projet ou bien le même, pour prédire cette métrique que je cherche à deviner. Il y a une école qui consiste à voir ce modèle comme de la configuration. Effectivement, c'est tout plein de coefficients. La particularité ici, c'est que cette configuration, ce n'est pas une configuration qui se choisit, c'est une configuration qui s'apprend. Et on va voir les petits problèmes que ça peut poser. Sans ce modèle, je ne peux rien faire. Du coup, on va se lancer. Après avoir terminé la première phase de notre projet, on l'a construit, on va se tourner vers notre voisin d'à côté, DevOps, et on va lui demander de livrer dans un environnement qui va bien, avec des pratiques qui vont bien. J'ai sauté une slide, voilà, de livrer le projet en production à côté des données sur lesquels on doit pouvoir s'entraîner, et on va se créer un modèle, on va se créer une version de ce modèle, on va se créer un modèle V1, parce qu'on est organisé, il pourrait y en avoir d'autres, on va le préfixer V1 et on va le ranger à côté de nos données sur le data lake. Il sera mis à disposition pour être rechargé plus tard. Et au fil du temps, c'est ce modèle qui sera chargé pour prédire des chiffres, pour prédire des stats à des équipes de data mining, à des équipes de stats pour de l'aide à la décision ou autre. Une des idées qui va vous être soufflée par les équipes de data science, c'est de réentraîner le modèle. Parce qu'avec le temps, vous allez accumuler plus de données
Et il y a l'idée qu'avec plus de données, votre modèle est plus performant, qu'il sait mieux saisir des phénomènes de saisonnalité. Toujours là, pas de souci, on va refaire appel aux mêmes équipes, on va demander une orchestration toutes les semaines, tous les mois de notre modèle, on va demander un réentraînement. Et là, tout de suite, on se retrouve avec une pile de modèles qui nous fait nous poser plusieurs questions. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé du modèle V1 dont on se sert, je n'ai pas parlé de bascule. C'est toujours le modèle V1 qui est utilisé. Mais tous ces modèles sont sur une infra de prod. Donc on voit qu'il y a déjà une notion qu'il nous faut distinguer entre modèle sur une infra de prod et le modèle courant, le modèle en ligne, celui qui me sert à réaliser des métriques, à prédire des chiffres. Donc il va falloir être en mesure de placer ce tag finalement sur tous les modèles qui sont en prod. C'est déjà un premier point. Alors, c'est le modèle V1 qui est utilisé, que font les autres? En général, ils vont être finalement dans une phase un peu de babysitting, où ils vont être managés par les équipes de data science qui vont vérifier qu'ils se chargent bien, qu'ils prennent bien les bonnes données en input et qu'ils réalisent de bonnes prédictions. Toutes ces tâches sont des tâches qui vont au fur et à mesure des projets être assez répétitives finalement, qui vont s'accumuler et qui vont ralentir la mise en place des modèles suivants. On va alors se priver finalement des potentielles performances d'un modèle qui existe déjà. Un dernier point à ce niveau, c'est le lineage entre les données et mes modèles. Il va nous falloir garder une trace finalement de quel jeu de données a servi à entraîner quel modèle. Comment sur cette slide, je sais que le modèle numéro 3 ici s'est entraîné sur des données qui s'arrêtent au 30 novembre. Cette question, il va falloir la suivre et c'est encore tout un tas de tâches assez répétitives, la tenue d'un journal finalement, par les équipes data science, de savoir sur quelles données se sont entraînés les modèles. Là, on a déjà une pile de modèles, mais je vais vouloir multiplier la complexité en fait, parce que je me suis contenté de réentraîner le même projet sur des données différentes. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va vouloir changer ce projet, l'améliorer? On va vouloir recoder dedans, on va vouloir ajouter des features, ajouter des fonctionnalités. Et bien on va devoir repasser par toutes les étapes dont j'ai parlé finalement. On va reprendre des insights pour valider que ce qu'on veut y ajouter est correct, le réindustrialiser et pouvoir livrer. À cette livraison, les modèles sont gérés par un nouveau projet, par une nouvelle version de votre projet. Et là, en fait, les questions, elles se multiplient. Comment est-ce que je vais relier les modèles qui se sont entraînés avec quelle version de mon projet finalement? Comment est-ce que je peux débugger un problème dans le code ou bien de data quality? Typiquement, avant, j'avais toujours la possibilité de remonter d'une archive. Je peux remonter à un numéro de build qui me permet de me remonter à un numéro de commit, à une version de mon code. Je sais réellement ce qui a été mis en place. Avec ce gap de la livraison que je suis obligé de faire parce que j'ai besoin d'être sur une infra de production, il y a une partie en fait de ce lineage que je vais perdre. Ce qui va, encore une fois, demander un effort conséquent des équipes pour manager le tout. Cet effort, typiquement, il va ralentir la mise en place des modèles et on va se priver de certains modèles parce que ils sont réentraînés toutes les semaines, tous les mois. On va avoir des modèles plus récents. Et on va skipper en fait. On va skipper, on va oublier, on va pas oublier, mais on va se priver de modèles dont la performance aurait pu être utile. On va espacer les espaces entre les livraisons, où on va changer de modèle, et induire de la crainte. Et toutes ces petites idées-là, en fait, c'est des idées qu'on a déjà en ingénierie logicielle et qui sont résolues par du déploiement continu. L'idée de livrer sans arrêt pour ne pas avoir peur de faire une livraison, c'est des idées qui sont traitées en déploiement continu. Mais avec cette histoire finalement de modèles que je dois mettre en place et que je dois entraîner, et de fichiers qui n'est pas lié à mon code, on va avoir quelque chose d'un peu spécifique. Alors, il y a une idée qui pourrait venir pour régler ce problème, c'est d'aligner un troisième soft ici. À chaque fois que j'ai parlé d'une étape, j'étais en mesure de pointer un grand logiciel qui gère ce genre de choses. Au-dessus de mon entraînement de modèle, ici, j'ai pas grand-chose. J'ai rien en fait. J'ai laissé libre cours aux équipes d'entraîner leurs modèles et de les stocker. L'idée, c'est qu'on pourrait avoir un soft qui manage ici l'ensemble de ces modèles. Alors, l'autre idée, c'est que du coup, moi, j'ai plus eu l'occasion de réfléchir à ces softs, mais je suis pas le seul. Il se trouve que c'est une idée qui est dans l'air en ce moment et qui est sortie. Il y a pas mal d'articles qui sortent sur le sujet en ce moment, sur ce qui prend la forme d'une machine learning platform. Un soft qui serait capable justement de manager l'entraînement de vos modèles et d'automatiser finalement un maximum de choses dans le but de faciliter
les efforts qui sont donnés à ce niveau. Il y a deux écoles, il y en a une qui vous inviterait à reprendre des solutions qui existent. Moi, je penche plutôt pour une autre qui a été abordée par ces acteurs, qui est de refaire la machine learning platform. Parce que avec finalement une refonte entière de votre machine learning platform, vous serez en mesure de coller à votre sujet, de coller à vos problématiques. Alors, qu'est-ce que j'aimerais introduire dans cette machine platform? Alors, intégration de modèles de machine learning, do it yourself. Qu'est-ce que j'aimerais si vous faisiez demain cette machine learning platform que vous introduisiez comme concept? Si je reprends les deux grandes idées, entraînement et inférence, je les reprends avec, ici, avec une notion différente de workflow scheduling, où dans le cadre de l'inférence, vous aurez besoin de vos sources que vous allez dériver pour réaliser des prédictions. Quand on regarde le premier stream, l'entraînement de modèle, il est un peu nu. Et j'aimerais l'enrober, j'aimerais ajouter des choses, j'aimerais qu'à chaque entraînement de ce modèle, pouvoir appeler cette machine learning platform pour lui dire « occupe-toi de mon modèle que j'ai entraîné ». Donc parmi les tâches que j'aimerais lui associer, c'est la release. Ces versions de dossiers V1, V2, dont je vous ai parlé, j'aimerais que ce soit automatisé. Ça me permettrait typiquement de mettre une stratégie de version de mes modèles, savoir quel modèle est en place et depuis quand, garder une trace, également introduire quelque chose d'important qui est la pose d'un tag à la prédiction. Savoir, ligne à ligne, pour record par record, quel élément a été prédit par quel modèle, pour pouvoir potentiellement débugger des problèmes de performance, quelque chose qui est indispensable en termes de loop de feedback. Également la pose de tag, latest et courant, qui vient répondre aux problèmes dont je parlais, de tous les modèles qui sont en production. Après l'avoir réalisé, j'aimerais le tester. Réaliser des benchmarks qui sont presque systématiques sur les projets et qui permettraient, refaire cette machine learning platform vous-même, finalement, vous permettrait de poser vos propres fonctions de scoring qui seraient liées très intimement finalement au use case que vous traitez et qui n'est le use case de personne d'autre finalement. Avec ça, ça vous permettrait de mettre en place des benchmarks, taguer certains modèles comme très performants. Ici, ça ne veut pas dire que au passage d'une certaine watermark, on va livrer directement. Il y a une notion qui est importante, c'est que si votre modèle se généralise mieux, ça ne veut pas forcément dire qu'il fera un bon score sur le dataset que vous avez identifié pour du test. Un des vrais challenges avec cette partie, c'est d'identifier ce dataset sur lequel vous allez entraîner tous vos modèles qui seront entraînés, évaluer, pardon, tous vos modèles qui seront entraînés, et également le maintenir dans le temps. Cela étant fait, vous l'avez réalisé, vous l'avez testé. Maintenant, il va falloir l'identifier, lui trouver cette marque. Qu'est-ce qui le différencie des autres? Quelque chose qui est à la fois systématique, c'est le reporting de ce qui caractéristique le modèle, la remontée des feature importance. Savoir qu'est-ce qui, parmi les caractéristiques, je reprends l'exemple des équipements, laquelle des caractéristiques des équipements me permettent de prédire le mieux en fait la métrique que j'essaie de deviner. Ça et les hyperparamètres typiquement. Les hyperparamètres avec lesquels sont entraînés mes modèles. Quelqu'un de nouveau arrive sur votre projet, qu'il ait une idée des hyperparamètres qui sont couramment utilisés sur ce use case. Alors, voilà. Tous ces points-là, c'est ces points-là que j'introduis dans l'idée de machine learning platform dont je rêverais, ce soft, que je pourrais interroger finalement pour déléguer finalement une partie de l'automatisation de la gestion de l'entraînement de mes modèles. Du coup, je vous laisse un petit peu avec cette échelle que je vous livre pour un petit peu vous provoquer, essayer de vous situer sur cette échelle. Cette échelle, pour passer d'une étape à une autre, j'ai posé certaines règles qui pour moi sont essentielles, mais vous pouvez être encore plus exigeant et en induire d'autres, et potentiellement en retirer en fonction des cas d'usage, si vous trouvez que ce n'est pas utile. Du coup, il y a un point sur l'idée de machine learning platform qui est important de noter, c'est que finalement sur les 3-4 dernières années, on a en data engineering passé du temps à construire des data lakes, à centraliser la donnée pour lancer des use cases data science dessus. Au vu de ces petits couacs finalement sur l'entraînement de modèles, on peut voir qu'il manque quelque chose. Et c'est les problèmes, je pense, que la machine platform vient résoudre. Et c'est pour ça que je pense que c'est le prochain outil qu'on va voir débarquer sur nos infras un petit peu big data. En attendant que ça arrive, pour ce soir, j'ai été très content de vous présenter un des nombreux sujets qui me font cogiter en tant que Xebian.
Merci beaucoup. Oui, dans le paysage des solutions. Dans le paysage des solutions du marché, il n'y a pas déjà des outils qui répondent à ça, de type Dataiku par exemple, ou quelle est votre vision sur ce qui existe déjà, qui répond partiellement à cette logique de déploiement et de scoring automatique? Alors, oui, il y en a, et justement, je me suis amusé à un petit peu les compter. Un point qui revient souvent, c'est qu'elles viennent très souvent avec des dépendances. Je pense notamment à Steam de H2O qui fait un très bon travail sur cette question, qui est assez impressionnant. Mais typiquement, pour ce cas-là, bah, il faut travailler avec les outils d'H2O. Avoir votre propre solution, finalement, vous permet de coller non seulement à vos cas d'usage, à vos données, mais également aux frameworks, aux outils que vous utilisez. Et en fonction de votre maturité, je pense que vous pourrez intégrer demain, si vous travaillez par exemple avec X framework, si vous en changez, faire évoluer votre propre machine learning platform. Après, et effectivement, tout est une histoire d'objectif. Et si vous travaillez avec un framework, demain, on va avoir la sortie d'un outil qui s'appelle TFX. Si vous ne faites que du TensorFlow, je vous invite à utiliser TFX, effectivement. L'idée, c'est justement de jauger l'intérêt que j'aurai à partir sur ma propre machine learning platform au vu de ces deux points dont j'ai parlé. Oui. Attention, en tant que développeur, mon point, c'est souvent développons. En fait, j'allais poser la même question que le monsieur. J'allais dire, il y a déjà des projets qui existent pour certains frameworks particuliers. Parce qu'en fait, il y a une forte adhérence entre les modèles et qu'est-ce qui a généré le modèle. Et par exemple, il y a eu des initiatives pour générer des formats indépendants des frameworks, comme le PMML, comme d'autres. Mais ça n'a pas été très comment dire, déployé par tous les frameworks. Et voilà. Et il y a aussi pas mal d'initiatives en Python pour faire de l'auto-ML. Et ça rapproche un peu de ces sujets-là. Effectivement, sur une petite remarque sur le PMML, je pense que c'est une conviction au vu de ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça s'est amené à évoluer encore. Et ça va être poussé notamment par la question du serving, qui se trouve être un point bloquant que je n'ai pas forcément abordé trop longtemps ici. Mais après l'avoir intégré, après l'avoir déployé, il va falloir servir ce machine learning. Et les idées comme le format PMML, justement, qui deviendra un standard, sont des idées qui, pour moi, ont un avenir assez important. Je vous remercie.